La plus grande source d'acier recyclé au monde ne se trouve pas dans les profondeurs de la Terre. Elle s'étend à perte de vue, sous le ciel, là où le métal attend sa seconde vie. Cette ressource inépuisable provient de l'industrie du recyclage automobile. C'est un secteur qui injecte chaque année un volume colossal d'acier sur le marché mondial. Rien qu'aux États-Unis, plus de 12 millions de véhicules sont ainsi démantelés annuellement. Ces parcs à ferraille se transforment alors en mines d'acier parmi les plus productives jamais imaginées par l'homme. Chaque véhicule, dont on pensait le destin scellé, s'apprête en réalité à entamer une nouvelle existence. C'est ici que commence leur transformation en une matière première fondamentale. Un matériau qui deviendra la base de nos bâtiments, de nos industries et même de la future génération de véhicules. Elle a coûté 48 000 $ et a roulé pendant 10 ans. Au bout de sa vie, elle n'est plus qu'un déchet, ou le premier maillon d'une chaîne industrielle colossale. Cette industrie pèse 60 milliards de dollars chaque année. Des millions de véhicules y sont démantelés, broyés, puis transformés en nouvelles matières premières. Ce processus fait vivre des centaines de milliers de travailleurs. Il permet de réduire drastiquement les coûts de la fonte des métaux, tout en allégeant considérablement le fardeau sur l'environnement. Si le minerai de fer est une mine naturelle, les voitures en fin de vie sont une mine artificielle aux ressources quasi inépuisables. Chaque cycle de recyclage économise jusqu'à 74% de l'énergie nécessaire à l'extraction de minerais neufs. En moyenne, 75% de la masse d'un véhicule peut être récupérée. De l'acier à l'aluminium, en passant par le verre et les plastiques, la matière est prête pour une seconde vie. Des centaines de millions de tonnes de matériaux renaissent ainsi chaque année, poursuivant leur voyage sous la forme de bâtiments, de produits du quotidien et même de la prochaine génération de voitures. Pour cette voiture, la route s'arrête ici. Mais ce n'est pas une fin. C'est le début d'une métamorphose qui la réintégrera dans nos objets du quotidien et même dans la prochaine génération d'automobiles. À son arrivée dans la zone de réception de l'usine de recyclage, des techniciens s'affairent à documenter son identité. Ils relèvent son numéro d'identification, le numéro du moteur, son année de fabrication et évaluent son état général, avant de vérifier tous les documents qui l'accompagnent. Chaque véhicule est ensuite photographié, puis marqué d'un code de suivi unique. L'ensemble de ces informations est immédiatement transféré dans un système de gestion numérique. Cette première étape est cruciale. Elle garantit la traçabilité complète du processus et permet d'établir une première estimation de la valeur résiduelle de la voiture. L'inspection se concentre alors sur les composants encore fonctionnels, ceux qui peuvent connaître une seconde vie. Les moteurs, les transmissions, les systèmes électroniques et les pièces d'intérieur sont examinés avec attention. Les éléments jugés réutilisables sont soigneusement démontés pour alimenter le marché de la pièce détachée d'occasion, un secteur qui pèse plusieurs milliards de dollars. À l'inverse, les véhicules trop endommagés ou en fin de vie sont directement orientés vers la chaîne de démantèlement, où l'objectif sera la récupération des matériaux bruts. Une fois ce tri initial achevé, les voitures sont organisées en lots dans l'immense parc. Elles attendent, alignées méthodiquement, leur passage sur la ligne de traitement. Ce système est d'une efficacité surprenante. Aux États-Unis, plus de 95% des véhicules en fin de vie sont ainsi traités. Cette performance fait de l'automobile le produit de consommation le plus recyclé au monde. Grâce à cette organisation rigoureuse, chaque voiture peut maximiser sa valeur de récupération et réintégrer l'économie sous une nouvelle forme. Le moteur est froid, silencieux. La machine est maintenant purgée de tous ses fluides, une étape essentielle pour garantir la sécurité de toute la chaîne de traitement. Une fois cette précaution prise, la carcasse peut entamer son démantèlement. Le désassemblage des composants majeurs peut commencer. L'opération débute presque toujours par les roues. Volumineuses mais faciles à traiter, elles sont les premières à être séparées du châssis. Les vieux pneus représentent un défi majeur, car leur décomposition naturelle prendrait des décennies. La plupart sont donc broyés en granulés de caoutchouc, qui serviront à fabriquer des revêtements routiers ou des sols d'air de jeu. D'autres sont valorisés comme combustible alternatif dans des fours industriels, tandis que les jantes en acier et en aluminium sont envoyées directement en fonderie. Vient ensuite le tour des pare-brises et des vitres, découpés à l'aide d'outils spécialisés. Il s'agit de verre feuilleté,
renforcé par une couche de PVB qui l'empêche d'éclater en morceaux. Le recyclage permet de récupérer non seulement le verre, mais aussi cette fine pellicule de PVB qui sera réutilisée dans des matériaux d'insonorisation ou des revêtements industriels. Les portières sont ensuite retirées. Sous leur apparence simple, elles dissimulent un assemblage complexe de matériaux. Les cadres en acier ou en aluminium sont découpés pour la refonte, tandis que les moteurs électriques, les systèmes de verrouillage et les câblages sont extraits pour récupérer le cuivre, les plastiques et les aimants. L'habitacle est la prochaine étape. Sièges, tableaux de bord et moquettes sont démontés et triés méticuleusement. Le câblage est souvent récupéré pour son cuivre, alors que les plastiques et les tissus sont déchiquetés pour être transformés en de nouveaux matériaux. Enfin, le cœur mécanique de la voiture est extrait, le moteur et la transmission. Ce sont les assemblages les plus lourds et les plus précieux. Certains sont remis à neuf pour être revendus. Les autres sont décomposés pour en extraire l'aluminium, l'acier, le cuivre et même les métaux précieux des convertisseurs catalytiques. Cette séquence systématique maximise la valeur de chaque composant et garantit que l'étape suivante, le broyage, se déroulera de manière sûre et efficace. Le squelette de métal n'est pas encore tout à fait nu. Des fragments indésirables s'y accrochent encore. Un mélange de pièces qui ne peuvent être fondues, des tuyaux d'échappement tordus, de grands panneaux de plastique ou des enchevêtrements de câbles doivent être retirés. Pour cela, le véhicule est dirigé vers la zone de traitement brut. Ici, de gigantesques bras mécaniques équipés de cisailles hydrauliques prennent le relais. Avec une force de serrage de plusieurs dizaines de tonnes, leurs mâchoires d'acier déchirent les dernières portières et arrachent les systèmes d'échappement. Elles pulvérisent les radiateurs en quelques secondes. Les plastiques, les mousses de rembourrage et les autres matériaux non valorisables en fonderie sont simplement jetés de côté. Grâce à cette puissance mécanique pure, la structure de la voiture est rapidement nettoyée de ces pièces indésirables, un processus infiniment plus rapide qu'un démontage manuel. Cette étape de nettoyage agit comme un filtre grossier pour l'ensemble de la chaîne. Elle élimine les matériaux qui pourraient s'enflammer, contaminer le métal récupéré ou endommager le broyeur lui-même. Après seulement quelques minutes sous la cisaille hydraulique, la structure du véhicule est réduite à une simple coque d'acier et d'aluminium. Elle est désormais prête pour le compactage, avec une efficacité et une sécurité maximale. Elle a parcouru des milliers de kilomètres. Son dernier voyage ne durera que quelques mètres. Une fois dépouillée de ses composants, la carcasse d'acier nu est acheminée vers une presse hydraulique colossale. Sous une pression écrasante de 150 à 200 tonnes, une structure de plus de 4 mètres de long est violemment compressée. Son volume se réduit à seulement 1/10 de sa taille initiale, la transformant en un bloc de métal compact. Selon la technologie employée, ce processus s'opère sur différents types de machines, chacune conçue pour un objectif précis. Avec une presse à balles, le châssis est compacté en un cube d'acier dense et homogène. Ces blocs de haute densité sont faciles à empiler, à stocker et à transporter. Les presses modernes peuvent ainsi traiter de 25 à 40 voitures par heure, un atout majeur pour les grands sites industriels. La presse aplatisseuse, elle, est privilégiée dans les casses de taille moyenne ou plus petite. Elle transforme les véhicules en plaques de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur seulement, offrant vitesse, faible consommation d'énergie et un coût d'investissement réduit. Le compromis est une densité plus faible, ce qui rendra l'étape du broyage un peu plus énergivore. Pendant ce temps, la presse cisaille compresse et tranche simultanément le véhicule en sections courtes et faciles à manipuler. Bien que sa cadence soit plus faible, elle prépare directement le métal pour le broyeur, ou parfois même pour la fonderie, court-circuitant l'étape de la mise en balle. En somme, la mise en balle s'apparente à un emballage pour le stockage. L'aplatissement facilite le transport, tandis que le cisaillage prépare des morceaux prêts à être fondus. Des méthodes différentes, mais un seul et même but: transformer une carcasse encombrante en un métal uniforme, prêt pour sa nouvelle vie. Une fois la carcasse compactée, les balles d'acier denses sont acheminées vers un broyeur à haute capacité, le cœur mécanique de toute la chaîne. À l'intérieur, de lourds cylindres d'acier munis de couteaux tournent en sens inverse, déchiquetant le bloc compressé en quelques secondes à peine. Un fracas assourdissant de métal contre métal emplit l'air. En un instant,
Une voiture qui occupait une place de parking entière est réduite à des fragments de ferraille uniformes. Le rendement est vertigineux. Un broyeur industriel moderne peut traiter de 100 à 150 tonnes d'acier par heure, soit des centaines de véhicules chaque jour. Cette efficacité brute permet à l'industrie du recyclage d'opérer à grande échelle, transformant des montagnes de ferraille en matière première. Après le broyage, le mélange de métaux et de résidus non métalliques poursuit son chemin sur une ligne de tri. De puissants aimants extraire d'abord l'acier au carbone, tandis que des courants de Foucault dévient l'aluminium et le cuivre sur le côté. Les plastiques, le caoutchouc et les résidus de tissu sont quant à eux écartés. L'acier récupéré est compressé en paquets destinés aux hauts fourneaux. L'aluminium et le cuivre sont collectés séparément pour d'autres industries. À partir d'une seule voiture, il faut moins d'une heure à la chaîne pour récupérer des métaux purs et réutilisables. Ils sont désormais prêts à réintégrer le cycle de la production. Le métal est à nu, prêt à renaître. Ce qui n'était qu'une carcasse de voiture a été compacté, broyé, puis trié en balles d'acier standardisées. Le voyage de la ferraille entre dans une nouvelle phase, alors que ces blocs sont enfournés dans un four à arc électrique. À l'intérieur, un véritable enfer les attend. D'immenses électrodes en graphite libèrent des courants de plusieurs dizaines de milliers d'ampères, créant un arc fulgurant, semblable à un éclair artificiel. En quelques minutes, la température grimpe au-delà de 1600 degrés Celsius. La ferraille vire au rougeoyant, puis se liquéfie en un torrent de métal en fusion. Des fondants sont ajoutés pour extraire les impuretés, qui remontent à la surface pour former une couche de laitier. Simultanément, des lances à oxygène consument les éléments indésirables. Des capteurs et des analyses spectrographiques assurent un suivi constant, garantissant que la composition de l'alliage respecte des spécifications très précises. D'un amas chaotique de vieilles pièces, une mer incandescente d'acier pur a maintenant émergé, prête à être coulée. Le fleuve de feu ne peut s'arrêter. Une fois affiné, l'acier en fusion doit être immédiatement dirigé à travers des chenaux étanches vers la ligne de coulée continue. Là, un flot ardent de métal liquide s'écoule dans des moules refroidis à l'eau. En quelques secondes à peine, une coque extérieure durcit et se solidifie. À l'intérieur, le cœur d'acier reste en fusion, tandis que le tout est entraîné par des rouleaux, refroidissant progressivement sur toute la longueur de la ligne. De ce processus naissent de longues billettes s'étirant sur des dizaines de mètres, des sections carrées pour l'acier de construction ou des brames plates destinées à devenir des tôles. Des scies thermiques automatisées les découpent ensuite en segments de taille standard, chacun pesant plusieurs tonnes. Chaque pièce est numérotée, scannée et enregistrée par l'eau. D'une masse liquide informe, des blocs de matière définis ont vu le jour, marquant une nouvelle étape du cycle. L'épreuve de la pression commence. À peine sortis du four de réchauffage, les lingots d'acier rougeoyants s'engouffrent dans le laminoir à chaud. Des dizaines de rouleaux massifs les pressent, les étirent et les façonnent sans relâche. À chaque passage, l'acier s'aplatit et s'allonge, se transformant d'un bloc brut et lourd en feuilles ou en bobines uniformes. Des caméras à haute vitesse et des capteurs laser scrutent chaque milliseconde du processus. Ils mesurent l'épaisseur et la rectitude avec une précision extrême pour que chaque bande soit conforme aux normes. L'opération s'apparente à de la sculpture, alliant la puissance brute du métal à la finesse de la machine. Sa forme est acquise, mais sa force n'est pas encore assurée. L'acier fraîchement laminé ne peut être expédié immédiatement. Il doit d'abord subir un refroidissement contrôlé. Des bus de pulvérisation à haute pression enveloppent sa surface d'un brouillard blanc, abaissant rapidement la température sans provoquer de fissures. Ensuite, de puissants ventilateurs soufflent sur toute la longueur des bobines. Cet air forcé permet à l'acier de refroidir graduellement, préservant ainsi sa structure interne. Une fois la température stabilisée, chaque bobine passe à l'inspection. Des capteurs à ultrasons recherchent pour les fissures invisibles, tandis que des caméras à haute résolution examinent chaque détail de la surface. Enfin, des tests mécaniques mesurent sa résistance à la traction. Seules les pièces qui réussissent tous les contrôles sont poinçonnées puis stockées. De l'éclat du feu à la force stable, l'acier émerge, prêt à servir des centaines d'industries modernes. Son moteur est silencieux pour toujours. Pourtant, ce qui ressemble à une fin n'est en réalité qu'un nouveau départ. Le cycle de recyclage d'une voiture en fin de vie
déverrouille une existence entièrement nouvelle. Tout commence par un démantèlement méticuleux de chaque composant. Pour des raisons de sécurité, tous les fluides, y compris le carburant, sont d'abord soigneusement drainés. Ensuite, d'immenses presses exercent d'une force de plusieurs centaines de tonnes, compactant la carcasse. Puis retentit le rugissement assourdissant du broyeur, qui déchiquette le métal en une multitude de fragments. Un tri précis des métaux s'opère alors. Des aimants puissants, des courants de Foucault et des capteurs de pointe séparent chaque type de matériau avec une efficacité redoutable. Ces fragments purifiés sont ensuite acheminés vers le four, où l'acier renaît sous l'effet d'une chaleur intense. Une fois laminé à chaud, refroidi et inspecté, le métal se transforme en un matériau propre et durable. Il est désormais prêt à intégrer des secteurs vitaux, de la construction aux machines-outils, en passant par la fabrication de nouvelles automobiles. Chaque véhicule, plutôt que d'être mis au rebut, alimente une industrie pesant plusieurs milliards de dollars. Ce processus réduit considérablement la consommation d'énergie et allège la pression sur les ressources naturelles. Le recyclage se révèle ainsi être bien plus qu'une simple solution écologique. C'est un pilier méconnu, mais fondamental, de l'économie moderne.